French Peel, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendrez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Bonjour Marc Simoncini. Bonjour. Merci d'être avec nous, je le disais il y a quelques instants. Vous êtes un touche-à-tout, un serial entrepreneur. Après les rencontres amoureuses, les lunettes de vue à prix cassé, les paris en ligne, vous vous lancez un nouveau défi, nous faire pédaler pour nous déplacer. Et vous nous présentez ce matin Angel, qui est un vélo intelligent. Comment avez-vous choisi de vous lancer dans le vélo, Marc Simoncini ? En fait, c'est venu, toutes mes boîtes, elles partent toujours d'une remarque qu'on me fait. Et celle-ci, c'était mon fils qui avait 16 ans, qui voulait un scooter, à qui j'ai répondu, non, c'est trop dangereux, tu auras une voiture à 18 ans. Il m'a dit, mais je veux pas de voiture. Là, je me suis dit, mais attends, les gamins aujourd'hui ils veulent pas de voiture. Et on a regardé ce qui se passait avec la voiture dans les villes et on s'est aperçu que ça pouvait plus marcher. La moitié de la surface d'une ville c'est dédié aux voitures, il y a que 10% des gens qui s'en servent, on se roule à 14 km/h en voiture, on passe une semaine dans les bouchons et on voit, on s'est dit ça c'est inéluctable. Donc il va se passer 3 choses. Le petit Simoncini vous a convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. Il m'a donné la vision du monde quand on a 16 ans, que j'ai perdu depuis bien longtemps moi. Et donc les villes elles vont être redessinées, c'est le cas avec les pistes cyclables, les moyens de transport ils vont être redistribués, il y a des trottinettes, il y aura des trucs, des tas de nouveaux systèmes qui vont arriver. Et puis la pollution, ça va donner un vrai problème et on fera jamais marche arrière. Dans 5-10 ans, on ne pourra pas imaginer qu'on a vécu dans des villes avec autant de voitures thermiques. Alors, prise de conscience familiale qui correspond en même temps avec des constats écologiques objectifs qu'on connaît et qui concernent toutes les grandes villes du monde entier, en plus des problèmes de fluidité de circulation. Donc, ça s'explique pas comme ça que vous dites. Donc on dit, si les gens arrêtent d'utiliser une voiture dans les centres-villes, il va falloir leur fournir un moyen de locomotion efficace et intelligent. Et dans efficace et intelligent, il y a intelligent. Plus efficace qu'un vélo, il n'y a pas. Les trajets moyens, c'est 5 km en ville. 5 km à vélo, c'est 12 minutes. C'est abattable. Mais il faut que le vélo soit intelligent. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a inventé le premier vélo intelligent au monde. C'est-à-dire c'est au vélo ce que l'iPhone était au téléphone. Oui. Et on a mis beaucoup d'intelligence dans le vélo, beaucoup de logiciels pour que cet objet de déplacement urbain devienne ultra pratique et facile à utiliser. Ça explique que vous le lanciez à un prix pharaonique, 2690 €. Alors c'est pas du tout cher pour un vélo électrique. Un vélo électrique de base, ça vaut 700-800 € quand c'est fait en Chine et que c'est juste du métal. Oui. Et un beau vélo, en général, ils sont faits par les Allemands. Ils sont pas très intelligents, pas les Allemands, les vélos, mais ça vaut 5000 €. Oui. Donc nous, on est à 2006, ça fait 74 € par mois, c'est le prix d'un pass Navigo 5 zones. Alors, présentez-le ce vélo, parce qu'en effet, il a des caractéristiques que personnellement, je ne connaissais pas sur un vélo. Allez-y. Alors, d'abord, ça veut dire quoi ? Il est très design, et ça, c'est son premier, c'est la première qualité, c'est un beau vélo. Et ensuite, il est ultra connecté. Il y a beaucoup d'électronique dans le vélo et de logiciels. 70% des 3 ans qu'on a passé sur le vélo à 20 personnes, 3 ans, 20 personnes, 70% c'est du logiciel. Donc c'est un vélo où le logiciel est énorme à l'intérieur. Dès que vous approchez avec votre téléphone dans la poche, le vélo s'allume, vous roulez, vous choisissez si vous voulez la vitesse, les calories, si vous voulez qu'il vous mette beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie, vous fait éviter les bouchons, il calcule la pollution, il vous évite les zones de pollution. Vous vous éloignez du vélo une fois qu'il est garé, il se verrouille automatiquement. Si quelqu'un le touche, il sonne, il y a une sirène. Si vous tombez dans la rue, au bout de 20 secondes, si vous êtes inconscient, on envoie un SMS d'urgence à vos amis. Enfin, il a des dizaines d'applications
applications qu'on rajoute d'ailleurs parce que le vélo il est téléchargeable à distance et donc on rajoute des idées en permanence dans le vélo. Je me méfie de vous au bon sens du terme parce que vous êtes tellement bon vendeur que vous... Non, mais attendez, vous allez comprendre ma remarque, Marc Simoncini. On a besoin de tout ça sur un vélo? Mais vous utilisez que... En fait, c'est comme l'iPhone, c'est très intelligent, mais finalement vous utilisez très peu de choses. Pour que ce soit simple pour vous, il faut que ce soit extrêmement sophistiqué à l'intérieur. C'est le cas. Il y a un petit écran, 3 boutons, et c'est fini pour vous. Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Bonjour Marc Simoncini. Bonjour. Merci d'être avec nous, je le disais il y a quelques instants. Vous êtes un touche-à-tout, un serial entrepreneur. Après les rencontres amoureuses, les lunettes de vue à prix cassé, les paris en ligne, vous vous lancez un nouveau défi, nous faire pédaler pour nous déplacer. Et vous nous présentez ce matin Angel, qui est un vélo intelligent. Comment avez-vous choisi de vous lancer dans le vélo, Marc Simoncini? En fait, c'est venu... Toutes mes boîtes, elles partent toujours d'une remarque qu'on me fait. Et celle-ci, c'était mon fils qui avait 16 ans, qui voulait un scooter, à qui j'ai répondu, non, c'est trop dangereux, tu auras une voiture à 18 ans. Il m'a dit, mais je veux pas de voiture. Là, je me suis dit, mais attends, les gamins aujourd'hui ils veulent pas de voiture. Et on a regardé ce qui se passait avec la voiture dans les villes et on s'est aperçu que ça pouvait plus marcher. La moitié de la surface d'une ville c'est dédié aux voitures, il y a que 10% des gens qui s'en servent, on se roule à 14 km/h en voiture, on passe une semaine dans les bouchons et on voit, on s'est dit ça c'est inéluctable. Donc il va se passer 3 choses. Le petit Simoncini vous a convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. Il m'a donné la vision du monde quand on a 16 ans, que j'ai perdu depuis bien longtemps moi. Et donc les villes elles vont être redessinées, c'est le cas avec les pistes cyclables, les moyens de transport ils vont être redistribués, il y a des trottinettes, il y aura des trucs, des tas de nouveaux systèmes qui vont arriver. Et puis la pollution, ça va donner un vrai problème et on fera jamais marche arrière. Dans 5-10 ans, on ne pourra pas imaginer qu'on a vécu dans des villes avec autant de voitures thermiques. Alors, prise de conscience familiale qui correspond en même temps avec des constats écologiques objectifs qu'on connaît et qui concernent toutes les grandes villes du monde entier, en plus des problèmes de fluidité de circulation. Donc, ça s'explique pas comme ça que vous dites. Donc on dit, si les gens arrêtent d'utiliser une voiture dans les centres-villes, il va falloir leur fournir un moyen de locomotion efficace et intelligent. Et dans efficace et intelligent, il y a intelligent. Plus efficace qu'un vélo, il n'y a pas. Les trajets moyens, c'est 5 km en ville. 5 km à vélo, c'est 12 minutes. C'est abattable. Mais il faut que le vélo soit intelligent. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé le premier vélo intelligent au monde. C'est-à-dire c'est au vélo ce que l'iPhone était au téléphone. Oui. Et on a mis beaucoup d'intelligence dans le vélo, beaucoup de logiciels pour que cet objet de déplacement urbain devienne ultra pratique et facile à utiliser. Ça explique que vous le lanciez à un prix pharaonique, 2690 €. Alors c'est pas du tout cher pour un vélo électrique. Un vélo électrique de base, ça vaut 700-800 € quand c'est fait en Chine et que c'est juste du métal. Oui. Et un beau vélo, en général, ils sont faits par les Allemands. Ils sont pas très intelligents, pas les Allemands, les vélos, mais ça vaut 5000 €. Oui. Donc nous, on est à 2006, ça fait 74 € par mois, c'est le prix d'un pass Navigo 5 zones. Alors, présentez-le ce vélo, parce qu'en effet, il a des caractéristiques que personnellement, je ne connaissais pas sur un vélo. Allez-y. Alors, d'abord, ça veut dire quoi? Il est très design, et ça, c'est la première qualité, c'est un beau vélo. Et ensuite, il est ultra connecté. Il y a beaucoup d'électronique dans le vélo et de logiciels. 70% des 3 ans qu'on a passé sur le vélo à 20 personnes, 3 ans, 20 personnes, 70% c'est du logiciel. Donc c'est un vélo où le logiciel est énorme à l'intérieur. Dès que vous approchez avec votre téléphone dans la poche, le vélo s'allume, vous roulez, vous choisissez si vous voulez la vitesse, les calories, si vous voulez qu'il vous mette beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie, vous fait éviter les bouchons, il calcule la pollution, il vous évite les zones de pollution. Vous vous éloignez du vélo une fois qu'il est garé, il se verrouille automatiquement. Si quelqu'un le touche, il sonne, il y a une sirène. Si vous tombez dans la rue, au bout de 20 secondes, si vous êtes inconscient, on envoie un SMS d'urgence à vos amis. Enfin, il a des dizaines d'applications qu'on rajoute d'ailleurs parce que le vélo il est téléchargeable à distance et donc on rajoute des idées en permanence dans le vélo. Je me méfie de vous au bon sens du terme parce que vous êtes tellement bon vendeur que vous... Non, mais attendez, vous allez comprendre ma remarque, Marc Simoncini. On a besoin de tout ça sur un vélo? Mais vous utilisez que... En fait, c'est comme l'iPhone, c'est très intelligent, mais finalement vous utilisez très peu de choses. Pour que ce soit simple pour vous, il faut que ce soit extrêmement sophistiqué à l'intérieur. C'est le cas. Il y a un petit écran, 3 boutons et c'est fini pour vous.
Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Eugénie Bastier, c'est à vous. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous revenez donc sur cette initiative étonnante de la mairie écolo de Strasbourg qui veut dégenrer les cours d'école. Écoutez, les contribuables de la ville de Strasbourg doivent être ravis. Leur argent est bien utilisé. La mairie, dirigée depuis 2020 par l'écologiste Jeanne Barséguian, a décidé de dégenrer les cours d'école pour les rendre plus inclusives. En ligne de mire, les petits garçons qui occuperaient par leur jeu de ballon bien trop d'espace. 80% selon l'adjointe en charge des égalités de genre de la ville. Alors comment le sait-on ? Eh bien parce qu'on a installé des capteurs sur les vêtements des enfants pour mesurer leur localisation dans la cour de récréation. Depuis 6 mois, 125 élèves de primaire de tous les niveaux des différentes écoles portent des gilets connectés, se vante l'élu. La directrice d'une école élémentaire qui s'est prêtée à l'expérimentation affirme, elle, carrément qu'empêcher de jouer les petits gars au ballon permettrait de mener, je cite, une lutte contre des milliers d'années de patriarcat. Alors cette alliance du progressisme et de la technologie a quelque chose, je trouve, de totalitaire. Il s'agit de remodeler totalement les comportements afin d'arriver à une stricte égalité de résultats, y compris dans la répartition géographique des corps, surveiller et déconstruire. Bon, c'est quand même problématique, Eugénie, que les grands garçons prennent plus d'espace que les filles, parce qu'il y a aussi que les petits sont mis sur le côté de la cour au profit des grands. Pourquoi en fait ? Ça dépend de la nature des jeux. Affirmer que toute différence est une inégalité, que toute inégalité est une injustice, c'est le propre du progressisme. Mais c'est pas forcément vrai. Pour la gauche, les petits garçons et les petites filles seraient naturellement les mêmes, mais c'est la société qui leur inculquerait une manière différente de se comporter, de jouer. Eh bien, c'est faux. Des études ont montré que dès la naissance, les enfants avaient des sensibilités différentes dans le choix de leurs activités. La plus importante étude jamais publiée sur le sujet montrait que les préférences en matière de jeux liées au genre peuvent être considérées comme une constatation bien établie, et ce, dès l'âge de 9 mois. C'est pourquoi d'ailleurs la déconstruction est inefficace. En Suède, le pays qui promeut officiellement l'égalité des genres, où les catalogues des magasins de jouets sont dégenrés, les enfants ont exactement les mêmes préférences que dans les autres pays en matière de jeux. Les garçons ont plus d'outils de véhicules, jouent plus au ballon. Les filles ont plus d'articles ménagers, d'objets pour prendre soin des autres et des vêtements. Et oui, il y a une différence des sexes. Bon, donc on ne fait rien pour ce qui se passe dans la cour de récré. Écoutez, en tout cas, croire qu'on va pouvoir améliorer d'un iota la condition féminine en végétalisant les cours de récréation, c'est un peu comme penser que parler en écriture inclusive va créer des femmes puissantes. C'est de la pensée magique. D'ailleurs, je voudrais noter qu'il y a une inégalité des sexes à l'école dont on ne parle jamais. C'est le retard des petits garçons sur les petites filles au niveau scolaire. Sachez qu'ils accusent en moyenne un retard d'1 an par rapport aux filles dans les pays de l'OCDE. Oui, quand même. Ce décrochage des petits garçons est bien plus préoccupant que leur occupation géographique de la cour de récré. Qu'on apprenne donc à nos petites filles, à nos petits garçons à écrire, lire, compter. L'accès aux savoirs fondamentaux est le principal levier de l'égalité des sexes. Pour le reste, comme dirait Pompidou, arrêtez d'emmerder les enfants. Voilà, dites aux grands garçons qui jouent au foot au milieu, allez dans les coins de la cour, c'est là que les choses se rencontrent finalement.
Eugénie Bastier, c'est à vous. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous revenez donc sur cette initiative étonnante de la mairie écolo de Strasbourg qui veut dégenrer les cours d'école. Écoutez, les contribuables de la ville de Strasbourg doivent être ravis. Leur argent est bien utilisé. La mairie, dirigée depuis 2020 par l'écologiste Jeanne Barséguian, a décidé de dégenrer les cours d'école pour les rendre plus inclusives. En ligne de mire, les petits garçons qui occuperaient par leur jeu de ballon bien trop d'espace. 80% selon l'adjointe en charge des égalités de genre de la ville. Alors comment le sait-on ? Eh bien parce qu'on a installé des capteurs sur les vêtements des enfants pour mesurer leur localisation dans la cour de récréation. Depuis 6 mois, 125 élèves de primaire de tous les niveaux des différentes écoles portent des gilets connectés, se vante l'élu. La directrice d'une école élémentaire qui s'est prêtée à l'expérimentation affirme, elle, carrément qu'empêcher de jouer les petits gars au ballon permettrait de mener, je cite, une lutte contre des milliers d'années de patriarcat. Alors cette alliance du progressisme et de la technologie a quelque chose, je trouve, de totalitaire. Il s'agit de remodeler totalement les comportements afin d'arriver à une stricte égalité de résultats, y compris dans la répartition géographique des corps, surveiller et déconstruire. Bon, c'est quand même problématique, Eugénie, que les grands garçons prennent plus d'espace que les filles, parce qu'il y a aussi que les petits sont mis sur le côté de la cour au profit des grands. Pourquoi en fait ? Ça dépend de la nature des jeux. Affirmer que toute différence est une inégalité, que toute inégalité est une injustice, c'est le propre du progressisme. Mais c'est pas forcément vrai. Pour la gauche, les petits garçons et les petites filles seraient naturellement les mêmes, mais c'est la société qui leur inculquerait une manière différente de se comporter, de jouer. Eh bien, c'est faux. Des études ont montré que dès la naissance, les enfants avaient des sensibilités différentes dans le choix de leurs activités. La plus importante étude jamais publiée sur le sujet montrait que les préférences en matière de jeux liées au genre peuvent être considérées comme une constatation bien établie, et ce, dès l'âge de 9 mois. C'est pourquoi d'ailleurs la déconstruction est inefficace. En Suède, le pays qui promeut officiellement l'égalité des genres, où les catalogues des magasins de jouets sont dégenrés, les enfants ont exactement les mêmes préférences que dans les autres pays en matière de jeux. Les garçons ont plus d'outils de véhicules, jouent plus au ballon. Les filles ont plus d'articles ménagers, d'objets pour prendre soin des autres et des vêtements. Et oui, il y a une différence des sexes. Bon, donc on ne fait rien pour ce qui se passe dans la cour de récré. Écoutez, en tout cas, croire qu'on va pouvoir améliorer d'un iota la condition féminine en végétalisant les cours de récréation, c'est un peu comme penser que parler en écriture inclusive va créer des femmes puissantes. C'est de la pensée magique. D'ailleurs, je voudrais noter qu'il y a une inégalité des sexes à l'école dont on ne parle jamais. C'est le retard des petits garçons sur les petites filles au niveau scolaire. Sachez qu'ils accusent en moyenne un retard d'1 an par rapport aux filles dans les pays de l'OCDE. Oui, quand même. Ce décrochage des petits garçons est bien plus préoccupant que leur occupation géographique de la cour de récré. Qu'on apprenne donc à nos petites filles, à nos petits garçons à écrire, lire, compter. L'accès aux savoirs fondamentaux est le principal levier de l'égalité des sexes. Pour le reste, comme dirait Pompidou, arrêtez d'emmerder les enfants. Voilà, et dites aux grands garçons qui jouent au foot au milieu, allez dans les coins de la cour, c'est là que les choses se rencontrent finalement. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Nora, 22 ans, est étudiante à Paris. Elle a plusieurs soirées au programme en janvier et c'est toute une organisation pour continuer à profiter sans pour autant craquer. Je vais ramener mes propres boissons en fait. Simplement une boisson un peu plus fun, très bien du champomis par exemple. C'était très bon à l'époque, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait plus. De son côté, Gwen, professeur des écoles, le promet, le passage à la nouvelle année, c'était son dernier excès. Cette fois-ci, son Dry January a bien commencé et il a tout misé sur l'anticipation pour l'aborder tout en douceur. J'ai déjà bien réduit ma consommation depuis septembre, à savoir que je buvais plus l'alcool en semaine mais uniquement le week-end avec des amis. Je me dis que je peux continuer sur cette lancée pendant 1 mois au moins. Le semi-marathon de Paris, c'est ce qui a poussé Alexandre à se lancer dans le challenge, mais surtout pour garder le cap, le jeune homme a su s'entourer. Ma compagne va m'aider et va participer également à ce challenge. Un certain soutien moral de la famille et des amis est une des petites astuces qui mènera à relever ce défi. Que vous fassiez le Dry January en famille, entre amis ou encore tout seul, accrochez-vous, encore 29 jours à tenir. Merci pour ces bons conseils, Mathis Lang. Document 2. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Délicieux. Elle s'appelle Mouna, elle est tunisienne. Arrivée en France il y a 2 ans, cette maman sourde et muette n'arrivait pas à s'intégrer à la vie du quartier. Pour l'aider, ses amis ont décidé de se former pendant 4 jours à la langue des signes française. Un projet porté par la MJC de la Grande Garenne à Angoulême. Une bouffée d'oxygène pour Mouna qui peut enfin communiquer avec les autres sans l'aide de ses enfants. Voilà, tu rencontres des gens et c'est plus facile. Voilà, elle s'entraîne tous les jours et au fur et à mesure, voilà. Elle comprend au fur et à mesure. Cet atelier n'est pas seulement ouvert aux personnes sourdes et muettes, mais aussi à leurs proches. L'objectif, c'est de rompre leur isolement. C'est une nouvelle lumière qui s'ouvre à nous, parce que le père de mes enfants est sourd-muet, donc ça va me permettre de communiquer davantage. Nos activités en général s'adressent à tout le monde, mais ce type de public, il ne fréquente pas nos centres parce qu'on n'a pas d'activité spécifique pour eux. C'est à nous aussi d'y aller vers ces personnes. À partir du 8 mars, un atelier ouvert à tous sera proposé chaque semaine à la MJC d'Angoulême et dans le futur aussi, un cours pour les enfants. Document 3. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Voilà ce qui se trouve dans la rivière. Il y a de la colère parce que on n'arrive pas à comprendre comment une telle quantité de déchets peut se retrouver dans la rivière sans que personne n'agisse, quoi. Ils sont à bout, les bénévoles de l'association qui dépollue la rivière Sérou. Laine de verre, bouteilles d'alcool, pneus, les déchets reviennent inlassablement malgré des actions régulières. On est les seuls à se soucier de la nature, je trouve, par rapport au reste des organismes qu'il y a dans le Tarn. Les collectivités s'avouent débordées par le phénomène. La mairie n'a pas les moyens de mettre des agents en permanence pour contrôler le site. Quant au syndicat mixte de la rivière, il renvoie au civisme de la population. On ne peut pas se permettre de nettoyer, on n'est pas des éboueurs de la rivière. Et je veux dire, la base, ça serait d'éviter de polluer. Tout le monde est sensible sur ce thème-là, mais dans les faits, on constate que ce n'est pas le cas. Les bénévoles, eux, continuent leur travail inlassablement. Ils seront rejoints prochainement par les pompiers pour une grande campagne de nettoyage sur les berges.
L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.